Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire sur le Design for Test, donc l'outil indispensable pour des cartes électroniques sans défaut. Moi-même, je suis Laurent Aguenier, je serai votre animateur pour ce webinaire. Je suis responsable de programme chez WeNetwork pour le développement de l'industrie 4.0 au sein de la filière électronique. Donc, WeNetwork, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est centre technique en électronique et objets connectés. Et on est animateur technologique du Technocampus électronique basé à Angers. Notre credo, c'est la transformation digitale de l'industrie, à la fois côté produit et côté process. Donc, pour accélérer cette transformation, on propose différentes typologies de services aux industriels et aux porteurs de projets, de l'expertise technique pour sécuriser les étapes clés d'un projet, aussi bien côté tech que côté fab, de la formation en lien avec les besoins et les attentes de la filière. Et on met aussi à disposition des ressources industrielles pour expérimenter de nouvelles pratiques, pour fabriquer notamment des prototypes ou petites séries. Aujourd'hui, on organise ce webinaire en partenariat avec Aster Technologies. Donc, on aura Christophe Lotz et Philippe Massolo, expert test et testabilité, comme intervenants ce matin. On est ensemble pour une heure. On va vous proposer cette séance en 2 temps. Donc, d'abord, une présentation assez large par Christophe et Philippe sur le DFT comme un outil essentiel pour ce que nous voulons tester. Et puis, on aura une traditionnelle séance de questions-réponses. Donc, pour ça, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire dans le fil de discussion de Zoom dans le chat. On prendra un maximum de questions en fin de présentation. D'un point de vue matériel, donc pour le confort de tous, on recommande de couper micro et caméra, pour bande passante notamment. On vous invite également à passer l'application Zoom en plein écran et à régler les paramètres d'affichage grâce à l'icône située en haut à droite de l'application, notamment de passer dans le mode côte à côte intervenant. Voilà, donc dans la famille DFX, on va se concentrer aujourd'hui sur l'importance du DFT, notamment pour prendre en compte les besoins de test au bon moment, c'est-à-dire lors de l'étude et de la conception d'un circuit intégré ou d'un système électronique. Pourquoi le DFT? Pour bien tester, vous allez me dire. Et pourquoi bien tester? Pour répondre a priori aux attentes des clients, à la fois côté qualité et aussi côté coût. On sait que la part de test et le coût des tests est significatif dans la fabrication d'un produit. Donc, pour le moins, la définition du juste et nécessaire des tests à mettre en œuvre pour répondre aux attentes du marché, c'est une étape essentielle. Bon, messieurs, Philippe et Christophe, c'est à vous. Merci Laurent. Est-ce que je peux avoir les droits de présentateur? C'est bon, vous l'avez. Merci. Donc, si tout s'est bien passé, mon écran doit apparaître. C'est parfait, Christophe. Merci Anna. Donc, comme vous l'a expliqué Anna et Laurent, nous sommes nous-mêmes adhérents de WeNetwork. La thématique du Design for Test est une thématique qui nous a paru importante. Ce mini-séminaire là d'une heure est une introduction à une formation qui sera organisée par WeNetwork au mois de juin et animée par Philippe. Donc, évidemment, en 1 heure, on ne peut pas résumer tout ce qu'est le DFT et rentrer dans tous les détails. Pour autant, on voulait vous donner un panorama de ce qui se fait en matière de DFT, terme trop souvent mal utilisé. Historiquement, je suis ingénieur de la défense. J'ai commencé ma carrière à la direction des constructions navales de Lorient et j'étais en charge du test des cartes électroniques avec des nouvelles méthodologies de dépannage. J'ai été contributeur pour la rédaction des normes défense sur la testabilité des cartes et des systèmes électroniques. Et plusieurs fois, je me suis rendu compte que ce sujet-là est un sujet très difficile à aborder parce que tester, ça a l'air simple. La testabilité ou le design for test, c'est des sujets on va dire, plus difficiles à aborder, en particulier pour un designer qui doit déjà faire un produit qui marche, et pour les gens de test qui, eux, espèrent avoir des produits qui seront facilement fabricables et testables. Quelques mots sur Aster avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai gardé des diapos en anglais, vous m'en excuserez, c'est parce que je suis reparti
de diapos que j'ai créé pour le Nordic Test Forum, là, qui regroupe toutes les associations professionnelles dans les pays du nord de l'Europe, que j'ai complété spécifiquement pour ce séminaire. Donc Aster est une société qui est aujourd'hui fête ses 28 ans, que j'ai eu l'occasion de fonder. C'est une société privée dont je suis le principal actionnaire. Cette société est donc basée en France, en Bretagne. Je suis retourné pour ne pas avoir le soleil dans les yeux. C'était assez bizarre, on avait un contre-jour terrible qui montrait qu'il faisait beau en Bretagne. Donc ceux qui vous disent que c'est pas le cas, ne les croyez pas. Il fait toujours beau en Bretagne. Donc la société Aster a évidemment largement dépassé le cadre de la Bretagne et de la France depuis plusieurs années. On représente aujourd'hui 55 personnes dans le monde, avec des bureaux directs aux USA et en Angleterre, avec une représentation dans plus de 25 pays. Nous sommes centre de recherche certifié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et on a plus de 1200 licences installées dans le monde. On est très très actif sur toutes les normes IPC, en particulier la dernière norme CFX de supervision de la ligne de production. Je pense qu'en Europe, on est un des principaux acteurs. Aster, comme je l'ai indiqué, donc c'est 28 ans. On est en direct avec les drapeaux rouges, en jaune avec des partenaires support vente, et en rose avec des intégrateurs. Donc ça, c'est pas connu, mais beaucoup de sociétés utilisent nos produits. On est fournisseur de briques technologiques, que ce soit des visualisateurs de cartes électroniques, des analyseurs de couverture de test, des vérificateurs de règles de conception, qui sont intégrés par des fournisseurs de machines AOI, de machines AXI, d'outils Bundariscan, de tests ICT ou Flying Probe, et même d'outils de conception. On a 4 cœurs d'activité. Le premier en haut à gauche, Mission Critical, ça va être l'aérospace et le militaire, avec le hasard de la vie fait que les premiers noms, Rafael ou Elbit, sont des sociétés israéliennes militaires, donc actuellement très très actives. On va avoir la deuxième sujet, c'est Safety Critical. Donc c'est d'une façon générale, c'est le transport et le médical. Dans le transport, on va trouver l'avionique, bien évidemment. Là, si un calculateur ne fonctionne plus, c'est peut-être l'avion qui tombe, mais c'est de plus en plus le véhicule autonome. Donc, un calculateur de voiture assure beaucoup de fonctions de sécurité. Si une des fonctions n'est pas garantie, la personne peut être physiquement impactée. Et puis, le dernier marché, c'est le marché Port Complexity, où on va avoir des clients comme Microsoft ou Amazon qui utilisent nos produits compte tenu du niveau de complexité des cartes électroniques qu'ils produisent. Les derniers clients qu'on a eus aux États-Unis, c'est Nvidia pour du shadow gaming. C'est des cartes à 10 000 équipotentiels, 10 000 composants. Donc, c'est vraiment de la carte extrêmement complexe. Et puis, dans la partie je dirais backbone, en quelque sorte, on va voir les EMS, là, largement représentés à cette conférence aujourd'hui, toutes les sociétés qui ne vont pas forcément concevoir des produits propres, mais vont intervenir pour la fabrication des produits de leur donneur d'ordre. Je ne les citerai pas tous, il y en a un certain nombre qui sont présentes aujourd'hui. On va, je dirais, du plus gros Foxconn mondial jusqu'à des tailles intermédiaires ou jusqu'à des tout petits, quelques sous-traitants qui sont 4-5 qui utilisent nos technologies. Alors pourquoi le DFT? J'ai volontairement mis une diapo provocatrice avec un joli bébé. Ce n'est pas moi malheureusement, avec une formule. Mes parents m'ont conçu, j'ai jamais été testé et pourtant je suis bon. Alors dans cette logique-là, si on supervisait simplement la ligne de production, on pourrait se dire qu'on devrait pouvoir produire des produits bons. Et qu'est-ce qui fait qu'on est amené à se poser plus de questions relatives aux tests ou à l'inspection? Quels sont les contributeurs de la qualité? En fait, quand on regarde de plus près ce qui se passe entre les phases de conception et de fabrication, on constate que tous ces process sont vraiment susceptibles de produire des grandes quantités de défauts. Que la probabilité de produire une carte bonne sans intervention, en fait, elle est relativement faible. Et on arrive même sur des gens qui ont des produits en toute petite quantité pour du spatial, par exemple. On a vu, nous, des lignes de production où 100% des produits en sortie de ligne sont des produits qui ne sont pas opérationnels. Donc, on a absolument besoin d'avoir des cycles de prévention et de détection. Cette phrase est très importante parce que la prévention,
Donc, process control, c'est tous les éléments qui vont permettre de s'assurer qu'on va éviter que les défauts se produisent. Et si malheureusement ils arrivent, eh bien, il ne reste plus que l'opportunité de les détecter. Et pour les EMS, et d'une façon générale sur l'industrie, je rajoute toujours cette phrase-là, les clients espèrent acheter uniquement des cartes bonnes. Moi, souvent de fois, quand j'interviens en audit, quel que soit le pays du monde, je demande aux gens, est-ce qu'ils payent le même prix les cartes bonnes que les cartes mauvaises? Si vous êtes donneur d'ordre et vous payez les mauvaises le même prix que il n'y a pas de raison que la qualité s'améliore. Donc, vous devez objectivement vous poser la question du niveau de carte mauvaise que vous pouvez accepter. Le rêve de tous les fabricants et de tous les donneurs d'ordre, c'est d'avoir 100% d'efficacité de test et de ne recevoir que des produits bons. Depuis les premiers bouquins sur la testabilité qui datent des années 1965, on sait très bien qu'il est impossible d'avoir 100% de couverture de test. Donc, on est toujours en dessous. On va être à 95, à 98. Et dans les 2 derniers pourcents, eh bien, il peut se passer beaucoup de choses. Parce que si les 2% que vous ne testez pas sont les défauts qui arrivent tous les jours, eh bien, vous avez 0% d'efficacité. Qu'est-ce qui est le principal moteur du test? En fait, c'est les critères qualitatifs. On en a 3. On a le first pass yield qui est très apprécié par les qualiticiens. Donc, après la phase de test, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. De temps en temps, ils n'apparaissent pas. Anna, vous voyez mon curseur là autour de test? Oui, oui, on le voit. Ok, merci. Donc, le first pass yield, c'est la quantité des cartes bonnes pendant la première passe de test. C'est le principal critère qualitatif lorsque vous visitez un gros EMS, quasiment sur tous les postes, vous voyez le first pass yield qui est indiqué avec des chiffres généralement qui commencent par un 9, suivi d'un deuxième digit qui doit être supérieur à 5, avec des chiffres qui peuvent monter à 99%, voire à 100%. La seule difficulté, c'est que vous achetez pas du first pass yield. Ce qui vous intéresse, c'est les produits qui vont être envoyés à l'étape d'après, potentiellement chez vous. Et dans ces produits qui vont être envoyés, il y a 2 catégories. Il y a les produits qui sont vraiment bons, ceux qui vous intéressent, et il y a ceux-là qu'on appelle les bad ou l'escape rate ou les slips, des produits dormants qui sont des produits mauvais qui malheureusement vous ont été envoyés parce que le test n'est pas suffisamment efficace. Donc, véritable critère qualitatif, il est bien là. La deuxième critère qualitatif, c'est ce que la norme TL 9000 appelle l'ERI, le Early Return Index. Le T0, c'est la date de sortie de l'usine. Et dans les 6 mois qui suivent la sortie de l'usine, combien de cartes électroniques sont de retour pour la réparation? Dans cette courbe en forme de baignoire, bien connue des statisticiens, on va avoir en fait des produits qui sont peu fiables, donc la mortalité infantile. Et puis, on va aussi avoir, évidemment, tous les mauvais qui étaient là, qui, au bout de 6 mois, sont révélés. Ils étaient dormants, ils ont malheureusement pas fonctionné durablement. Et le dernier qu'on oublie trop souvent, c'est le NFF ou le NTF, le No Fault Found. C'est un syndrome bien connu aux États-Unis, parce que c'est là où il a été mesuré la première fois. En fait, vous avez un produit qui est chez le client, pour lui, il ne marche pas, ce produit revient en usine, on le teste, il est bon. Le produit repart chez le client, on lui annonce de nouveau qu'il est mauvais. On ne trouve pas de défaut, donc ne connaissant pas la cause racine, il n'est pas possible d'intervenir. Aster a fait partie d'un consortium qui, dans un projet européen FP7 qui s'appelait Bastion en 2017, 2018 et 2019, on a fait une première enquête pour essayer de déterminer les root causes, les causes racines de ce no fault found. On en a déterminé 7. Et vous voyez que dans ces 7 raisons, j'en ai mis 4 donc en orange parce qu'ils sont directement liés à l'efficacité du test. Soit l'efficacité du test est insuffisante, soit il n'y a pas de méthode de test qui permettrait de capturer le défaut, soit il n'y a pas de modélisation de la faute qui ne permet pas de mesurer l'efficacité du test, soit il n'y a pas de certains tests n'existent pas pour certains types de défauts. Et puis les 3 autres catégories qu'on va trouver, c'est les défauts de type intermittent. Avec les technologies CMOS qu'on retrouve partout, ils deviennent de plus en plus nombreux. Les effets de vieillissement, c'était des choses qu'on ne regardait pas il y a quelques années. On se rend compte qu'un composant peut vieillir très rapidement et donc son niveau de performance va se dégrader. Et puis en fait, le dernier élément, c'est des défauts de communication. On est en plein dans l'industrie 4.0 qui fait la promotion d'une meilleure communication, non pas simplement entre machines, mais aussi entre être humain et machine, mais entre être humain et être humain.
Donc typiquement, la division entre phase de conception, test structurel, test fonctionnel, fait que naturellement, il y a des défauts de communication qui sont des opportunités de production de défauts. Le NFF, donc No Fault Found, est un syndrome qui a été mesuré par une étude Accenture aux États-Unis qui montre que 70% des produits en retour sont caractérisés par des NFF et que le NFF représente 50% de 13,8 milliards de dollars, soit 10,5 milliards d'euros, donc des sommes colossales absorbées par le No Fault Found. C'est la principale source de perte de revenus opérationnels pour les grandes entreprises. Alors, comment implémenter le Design for Test dans les différentes étapes? On vous a schématisé ici une phase schématique, une phase layout, une phase d'assemblage, et puis une phase de test. Dans la phase d'assemblage, on fera aussi de l'inspection qui sera ou là ou là. Hein. On peut être amené à faire de l'analyse DFT dès les phases de nomenclature. Donc, avec une simple nomenclature, on peut déjà commencer à identifier si les composants qu'on a sélectionnés sont susceptibles plus ou moins de générer des défauts en production. Hein. Dès que vous choisissez un package QFP plutôt qu'un QFN ou qu'un BGA, vous allez avoir des risques d'occurrence de défauts qui seront différents, donc avec à la fin des quantités de défauts livrés au client final qui sont plus ou moins importants avec ou sans test. Pendant la première phase, on va faire de l'analyse électrique, donc le design for test. C'est idéalement, et c'est pourtant inclus dans le titre, un processus qui permet de faire travailler des designers avec du test ou en cohérence avec les objectifs de test. Il ne s'agit pas pour les gens de test d'imposer des vues aux designers. Hein. Il ne s'agit pas pour les designers de penser que les gens de test sont des mauvais qui ne savent pas fabriquer des cartes électroniques. Il s'agit de coopérer pour minimiser l'occurrence des défauts. Ça prend généralement une phase tardive dans beaucoup d'entreprises où c'est à la fin du routage que tout d'un coup on se dit tiens, et c'est bien de fabriquer un produit, mais ce serait mieux si on pouvait le tester pour qu'on livre des produits bons. Donc, si vous faites du DFT au moment du layout, c'est trop tard. Hein. C'est déjà la fin du design. Ça veut dire qu'au mieux, c'est lors d'une deuxième cycle de fabrication que vous allez intégrer des améliorations pour le test, ce qui veut dire que vos prototypes seront ou mal testés ou peu qualitatifs. Le design for test, c'est vraiment une coopération entre les designs pour les applications de test. Concrètement, on applique des règles DFT, des règles Boundary Scan. Boundary Scan étant une technique de test qui a émergé dans les années 90, qui permet en fait d'avoir des points de test à l'intérieur des composants sous forme d'un registre à décalage, la vérification de règles de testabilité générale, de l'optimisation de points de test. On sait tous que les designs deviennent extrêmement denses, d'avoir 100% de points de test, c'est de moins en moins réaliste. Et enfin, de l'estimation de couverture de test qui va vous permettre de définir la stratégie que vous allez implémenter. Concrètement, 3 grands blocs pendant la phase schématique. La première, c'est la vérification des règles de design et de testabilité pour éviter les violations qui limiteraient l'efficacité de test. Donc là, il y a dans les normes dont j'ai eu l'occasion de participer à la rédaction des centaines de règles de testabilité. Vous pouvez peut-être avoir au sein de votre société des guidelines. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que autant il y a 20 ans, toutes les grandes entreprises avaient des guides DFT avec des choses assez actualisées. Aujourd'hui, si on regarde la dernière date d'actualisation de ces documents, c'est généralement très ancien et il y a assez peu de personnes qui font la promotion de nouvelles règles, d'où l'importance d'avoir un outil qui, lui, va contenir cette base de règles actualisée pour s'assurer que votre design est bien conforme à toutes ces règles. La deuxième sujet, on l'a déjà évoqué, c'est l'accessibilité. J'ai été très surpris quand j'étais jeune ingénieur de constater qu'on attend la fin du routage pour regarder où est-ce qu'il y a des plages électriques pour se dire on va s'en servir pour faire du test. Pour moi, on a besoin d'avoir des accès électriques pour mesurer des composants, pour mesurer des signaux, et ensuite on se débrouille pour les obtenir physiquement au niveau du routage. Donc le bon schéma, c'est vraiment d'aller d'abord dans la schématique, avoir une vue électrique, faire une analyse pour identifier l'efficacité de test auquel on veut arriver, et le jeu de points de test qui est nécessaire, et puis ensuite back-annoter la schématique de telle façon que le routage fasse une carte avec des points de test qui aujourd'hui sont quasiment aussi gros qu'un composant. Donc il faut bien anticiper ce besoin très en amont.
Et puis un nouveau sujet qui a émergé, on va dire, depuis les 3-4 dernières années, c'est que le designer connaît bien son produit, il est en capacité d'indiquer clairement quels sont les prérequis en matière de tests fonctionnels et les attendus. Et tout cela peut se faire de façon informatisée dans le cadre de la continuité digitale sous forme de ce qu'on appelle des markups. Donc, ce sont des blocs de composants qu'on va encercler par un rectangle, différents jeux de couleurs, pour spécifier la nature du test qu'on souhaite réaliser dessus avec un commentaire. La deuxième étape, c'est le layout. Donc, le DFT, ça n'a jamais été placer des sondes, hein. On voit beaucoup d'outils DFT sur le marché. Grosso modo, tout ce qu'ils proposent, c'est on va regarder si on peut mettre des points de test. Les points de test, c'est un tout petit élément du DFT. C'est un élément important. C'est un élément qui est l'augmentation de la densité des cartes, mais c'est clairement pas le seul objectif. L'objectif final, c'est vraiment d'implémenter une stratégie de test avec un taux de couverture élevé qui garantit de capturer le maximum de défauts qui risquent de se produire pour livrer un maximum de produits bons au client final. Sachant qu'il y a des métiers, dès que l'utilisateur du produit est en danger, les attendus sont qu'il n'y a aucun défaut critique qui doit passer à travers la maille. Donc pendant le design du layout, on va avoir une phase de design for manufacturability ou de manufacturing. DFM n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais bon, c'est un sujet sur lequel aussi travaille Aster. Donc, avec le design, le DFM, on cherche à minimiser l'occurrence des défauts pendant les phases d'assemblage. On sait que les machines d'assemblage n'aiment pas que des composants soient positionnés d'une certaine façon. Et ben, on va éviter d'avoir des composants de ce type-là ou des traces avec une certaine distance avec un composant, de cette façon que la carte puisse être fabriquée dans les meilleures conditions. On va quand même avoir le mechanical DFT qui consiste, lui, à placer des points de test. Et ces points de test-là permettront de prédire la couverture de test à travers une analyse de couverture. L'analyse de couverture de test, c'est un métrique qui va nous permettre de mesurer objectivement l'efficacité d'un test. L'objectif est bien là, maximiser le taux de couverture, minimiser les coûts. Le test, c'est un coût. Pour un manager, réduire le test, c'est donc faire des économies. Il faut absolument rentrer dans un cycle dans lequel on montre que le DFT est un contributeur de la qualité et donc, au final, permet de réduire les coûts de non-qualité. Dans ce deuxième schéma, on attend la fin du layout. On a une vue physique avec notre outil Testway là, qui fait de l'analyse mécanique, qui va extraire avec des règles mécaniques de fabrication d'interface de test les éléments. Ces informations d'accessibilité vont rentrer dans un analyseur électrique pour déterminer quelle est la couverture de test qu'on va être capable de produire. Dans la méthodologie dont on fait la promotion, vous avez un principe un peu à l'asiatique de yin et de yang. La couverture de test permet d'optimiser les accès physiques pendant la phase schématique et les accès physiques permettent de déterminer au moment du layout la couverture de test qu'on va pouvoir optimiser. Et la finalité va être effectivement de trouver entre ce yin et ce yang un équilibre qui permet d'atteindre les objectifs de chacun, à savoir les contraintes de design d'un côté et de l'autre côté les contraintes de manufacturing. Alors, une petite simulation du schéma global. Vous allez d'abord partir de la schématique. Vous allez avoir cette vue qui rentre dans un logiciel d'analyse qui va permettre de se dire voilà le taux de couverture que je peux obtenir. Et voilà, pour obtenir ce taux de couverture ciblé, les points de test dont j'ai besoin. Ces informations de points de test vont être back-annotées au niveau de la saisie de schéma, ce qui va permettre d'avoir une vue électrique incluant les points de test. Puis, on engage un second cycle. L'information layout contenant les besoins de points de test va être routée. L'avantage, c'est qu'un point de test devient un composant, donc il est routé en même temps que n'importe quel autre composant. On est sûr que les points de test vont être normalement implémentés. Et puis, on va avoir une analyse mécanique qui va nous permettre d'extraire les points de test et on va pouvoir comparer si ce que l'on avait prédit est bien implémenté, s'il y a des composants ou des points de test en plus, ou s'il y a des points de test en moins qui auraient un impact acceptable ou inacceptable sur l'efficacité globale des programmes de test envisagés. Et au final, donc, cette comparaison entre le modèle réel et théorique, c'est ce qu'on appelle maintenant le jumeau numérique. C'est d'utiliser dans tout le reste de l'industrie 4.0. On a un référentiel de l'objectif qu'on cherche à obtenir et puis on essaie de s'assurer que le processus mis en place nous donne bien ces éléments. C'est pareil après la génération des programmes de test et d'assemblage réalisés par nos logiciels. On est capable de collecter les résultats et l'efficacité du test en supervision avec les différents rapports d'efficacité
et de qualité indiqués précédemment, à savoir le First Pass Yield, mais aussi le TL9000 avec le ERI, et puis enfin tous les rapports de couverture. Et c'est grâce à cette base de données d'information de supervision qu'on est capable de déterminer les nouvelles règles qui vont permettre d'avoir une schématique meilleure. Ce principe de boucle fermée est un élément clé de l'industrie 4.0 parce que c'est plus un être humain qui demain va écrire les règles de testabilité, hein, c'est bien l'analyse du big data avec de l'analytique ou de l'IA qui va permettre d'identifier les nouvelles règles à appliquer pour les nouveaux designs. Il y a un cycle technologique qui est beaucoup plus rapide. Ceci, c'est le cœur de métier d'Aster. On le fait dans la boucle du haut avec notre chaîne Testway, dans la boucle du bas avec notre produit Quad. Alors, revenons à nos quality metrics. Et on va se poser la question de savoir comment c'est géré. Tout jeune ingénieur, c'était un véritable mystère pour moi. Je ne comprenais pas comment on sortait des chiffres et on allait voir les anciens ingénieurs qui nous expliquaient qu'une machine AOI, c'est moins performant qu'un test fonctionnel, qu'un test CCT, c'est comme ceci. Et je me suis dit, mais ça, c'est basé sur l'expérience, d'accord, mais ça manque un peu de formalisme. La majorité des gens travaillent sur la méthode qui est affichée à l'écran, à savoir une méthode dans laquelle j'essaie de montrer qu'elle n'est pas valable par une démonstration par l'absurde. Donc, si vous prenez une carte électronique avec 4 composants, 3 résistances et un BGA, donc un circuit complexe, vous testez très très bien les 3 résistances, vous testez pas du tout le BGA, donc vous avez 3 résistances bien testées divisées par 4 composants. Est-ce qu'on peut objectivement considérer qu'on a 75% d'efficacité de test? Cette formule absurde que je vous affiche, c'est celle qu'on retrouve encore majoritairement dans la majorité des équipements de test. Donc, on voit bien qu'intuitivement, ça ne peut pas être la réponse. Hein. Ça ne peut pas être la réponse de dire j'ai 75% d'efficacité de test. L'accessibilité n'est pas une efficacité de test. J'ai vu des rapports de sociétés chinoises. Vous avez un condensateur, vous avez un accès physique d'un côté, on vous dit que le composant est testé 50%. Bon, pour tester un condensateur, il faut bien avoir accès des deux côtés, hein, d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a un besoin de trouver un métrique qui soit objectif, qui puisse refléter la façon dont on produit une carte électronique et en particulier la complexité croissante de cette électronique. Si on se pose maintenant la question des outils de test, je ne vous ai pas présenté toutes les techniques de test, mais on va dire une grande majorité des tests structurels. On va avoir de l'inspection optique, pré ou post-reflow. On va avoir de l'inspection rayon X, du test à planche à clous, que ce soit avec une planche à clous avec des sondes volantes, du flying probe, du test boundary scan, cette fois en utilisant uniquement les connecteurs, et puis tout ça va être sans doute sous supervision d'un test fonctionnel. On voit que chaque technique de test permet de capter une partie des défauts et uniquement par une partie des défauts. Pensez bien que s'il y avait une technique de test qui permettrait de capturer tous les défauts, elle aurait supplanté les autres. Il n'y aurait plus qu'un seul testeur sur une ligne de production. C'est bien la combinaison des moyens de test de façon optimum et en évitant les redondances qui permet d'avoir le meilleur rapport coût-efficacité. Dans la méthodologie présentée par Aster depuis les années 95, on a recoupé les défauts dans 3 catégories. Ça a été repris dans une norme IPC. On fait soit les défauts de type matériel, quand vous achetez des composants, ils sont eux-mêmes mauvais à un certain niveau, parce que eux-mêmes, les fabricants de composants, ne peuvent pas obtenir 100% d'efficacité de test. Quand vous placez un composant, vous pouvez avoir des défauts de placement, et puis enfin, quand vous procédez à la soudure, vous pouvez avoir des défauts de soudure. C'est un métrique qui est facilement lisible, parce que tout le monde sait qu'il faut acheter des composants, il faut les placer, il faut les souder. Donc, quand on discute à travers l'usine, c'est un excellent outil de communication. Notre outil va permettre de générer des métriques standards. Il y en a 2 grands sur le marché aujourd'hui. Le métrique PPVS, dont je suis l'inventeur. C'est le premier métrique international reconnu. C'est celui qui a été standardisé par Airbus et utilisé sur toute l'avionique Airbus dépendant de tout l'équipement Airbus. C'est de 2500 sous-traitants sur la 380. Pecola SOQ nous vient des États-Unis. C'est une variante de PPVS inventée par Agilent pour ses machines 3070. Et c'est la méthode qui a été retenue par Boeing. Donc, d'un côté, on va dire, les 2 plus gros fabricants d'avionique au monde ont retenu ces 2 méthodes et c'est devenu de facto les 2 standards supportés par nos outils.
Donc, on est amené à faire ce qu'on appelle du digital twin, du jumeau numérique. On cherche d'un côté à estimer ce qu'on serait susceptible de tester et de l'autre côté, en lisant les programmes de test qui sont disponibles sur la chaîne de fabrication, mesurer l'efficacité réelle et la comparaison des deux permet de mettre en évidence des défauts qualitatifs. C'est un vecteur de progrès au sein de toutes les entreprises qui est assez phénoménal. Ce graphique s'appelle Production Model, j'en suis l'inventeur. Au début, quand vous achetez des composants, vous avez ce qu'on appelle le production yield, la probabilité que vos composants soient simplement bons et à travers des process sous supervision, que votre carte sans test soit bonne. Vous allez avoir un taux de couverture qui est évidemment un élément important parce que plus il est élevé et moins il y aura de cartes mauvaises. Et vous avez le first pass yield si cher aux qualiticiens. Le first pass yield est un métrique que je conteste depuis de nombreuses années parce que si vous avez une efficacité de test de 0 ou très très faible, vous avez un first pass yield qui est très élevé. Donc quand quelqu'un vous présente un first pass yield de 98-99%, c'est peut-être révélateur soit du fait qu'il a une très bonne ligne de fabrication, mais ça peut être aussi révélateur du fait que le programme de test est extrêmement inefficient. Ce qui vous intéresse, vous, en tant qu'utilisateur des produits ou acheteur de ces produits ou producteur de ces produits, c'est le slip ou l'escape rate. C'est combien de produits mauvais vont être envoyés à l'étape suivante. Si c'est la dernière étape et que vous êtes en production sur, je sais pas moi, un pacemaker, vous imaginez bien que ça veut dire que le nombre de produits mauvais livrés avant intégration est totalement inacceptable. Quel est le sens réel du DFT? Eh bien, c'est résumé par ce schéma-là. En fait, quand vous regardez sur cet axe-là le coût des no-fall fund, vous regardez le coût de l'inspection, vous voyez qu'à un moment donné, ce coût va baisser si vous avez une efficacité de test qui est plus élevée, et qu'à un moment donné, augmenter la couverture de test ne fait pas baisser de façon significative le nombre de produits mauvais. Donc, on cherche à trouver le point optimum. C'est ce qu'on appelait bêtement le rapport qualité-prix. On ne cherche pas à avoir un produit où le niveau de surqualité serait très élevé et donc le bénéfice induit serait faible. On mangerait toute la marge en développant trop de programmes de test. Et à l'inverse, si on en met trop peu, on risque de livrer des produits mauvais à un grand nombre de clients. Donc tous ces produits aujourd'hui sont des produits catalogues que Aster distribue depuis 28 ans. Donc c'est notre cœur de métier. Nous sommes leaders mondial dans cette activité. On a à cœur de partager cette expertise en dehors je dirais simplement de Aster dans son microcosme. C'est pour ça qu'on travaille avec WeNetwork sur cette thématique là de promotion du DFT. J'ai aussi à cœur de faire partager à tous les industriels qui conçoivent ou fabriquent notre expertise et pas simplement de la mettre à disposition de gens qui sont situés à l'étranger. Enfin, je voulais vous alerter sur un sujet qui est un point d'intérêt pour Aster aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les DPMO. DPMO, c'est un acronyme qui veut dire Defect per Million Opportunities. C'est la quantité de défauts moyens que vous allez produire lorsque vous produisez 1 million de produits. Il y a quelques années, quelques sites de référence sur ce que sont les DPMO. Et là, je l'ai représenté sous forme d'un iceberg. La partie émergée de l'iceberg, c'est la couverture de test. Donc, tout le monde s'y intéresse, en tout cas de plus en plus de monde. C'est devenu un métrique incontournable dès qu'on a des produits sensibles. Par contre, ce qui se passe au niveau de l'eau, les DPMO, c'est mal connu, très mal connu. Donc, Aster a lancé plusieurs initiatives pour mieux connaître les DPMO. Donc, je vous invite à nous contacter si vous souhaitez y participer. Voilà pour la partie qui me concerne. Je ne sais pas si on prend les questions maintenant ou si on les prend après la présentation peut-être de Philippe. J'en profite, Christophe, il y a une question de Ludovic sur la mise à jour des scripts de calcul des dépôts statistiques par rapport à ces DPMO. Alors, c'est la catastrophe. Il faut savoir que la majorité des sites qui existaient ont disparu ou ont juste périclité parce qu'il n'y avait plus de contributeurs. Donc, si vous trouvez des statistiques, il y en a encore à trouver sur le site internet, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre. Vous trouvez encore quelques îlots gratuits de métriques, de défauts. Il y a quelques études de grands organismes que je juge assez peu fiables parce qu'on n'a pas la matrice. Donc, les DPMO que vous allez trouver moyens disponibles dans l'industrie, de mon point de vue, sont totalement obsolètes. Il y a quelques organismes dans les pays nordiques ou aux Pays-Bas
qui travaillent sur cette thématique. Mais ce on invite à faire, c'est surtout de rapprocher vos services qualité ou le service qualité de votre EMS des centres de design de telle façon qu'on puisse justement arriver à avoir des DPMO liés à chacun des CM ou des EMS utilisés sur le territoire. C'est l'initiative qu'on lance chez Aster, d'essayer de créer un consortium de EMS ou même de sociétés intéressées de mieux connaître leurs DPMO, qu'on ait des dépôts moyens, que les gens puissent se jauger, est-ce qu'ils sont plutôt bons par rapport à la moyenne, plutôt un peu en retard, sachant qu'on a beaucoup de high mix, low volume. Donc, c'est la situation où c'est beaucoup plus difficile d'obtenir statistiquement des chiffres. On a fait des simulations pour NVIDIA. Ils sont sur plusieurs millions d'exemplaires de cartes produites. Donc, vous pensez quand vous avez 4 millions d'échantillons de cartes électroniques produites, pour tirer des statistiques intéressantes, c'est bien. Mais là, c'est du very high volume. Donc, ces chiffres-là, Aster les a publiés sous forme de very high volume, mais ils n'ont rien à voir avec le volume high mixed. Je rends la main à Philippe pour ta présentation. Oui, on poursuivra tout à l'heure sur les questions. OK. Merci, Christophe. OK, donc je vais reprendre la main. Je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Tout à fait. Bon. Très bien. Donc, ce qu'on voulait vous présenter à travers cette présentation, c'est une présentation qui a été réalisée par un grand groupe, Thales, qui nous a donné l'autorisation justement de la diffuser. L'idée, c'était de montrer quel était le process d'industrialisation de Thales à travers son mode de fonctionnement et de décrire son schéma. Ce qu'ils ont voulu mettre en évidence, alors pour information, cette présentation, elle a été réalisée dans le cadre d'une réunion utilisateur qu'on avait l'habitude de faire tous les 2 ans, qu'on n'a pas pu faire l'année dernière à cause du Covid, qui permet à nos utilisateurs de présenter leur mode de fonctionnement à d'autres utilisateurs. Donc, dans ce cadre, ce que Thales a présenté, donc, c'est quelle est la problématique, quels sont les besoins qu'ils ont découverts, donc, et qui a lancé toute cette démarche. Donc, premier point, c'est toute la partie anticipation-prédiction. Donc, c'est de savoir en permanence quel est le taux de cartes qu'ils peuvent avoir en panne et le plus tôt en amont de la phase de conception. C'est comment trouver les moyens d'améliorer toute la partie qualité des designs, et c'est définir la stratégie industrielle dès la phase architecturale. Ce qu'ils ont constaté aussi dans le deuxième point, c'est qu'ils ont souhaité décloisonner toutes les parties de l'engineering et de l'industrie. C'est comment on peut trouver un moyen de partager des éléments, des informations, des données entre le monde de la conception et le monde de la fabrication. Le troisième point qu'ils recherchent aussi, c'est de gagner en compétitivité sur la partie industrialisation, en automatisant au maximum leur mode de fonctionnement. Et le troisième aspect, c'est digitaliser leur atelier. Donc, c'est la notion de digital continuity, donc la continuité numérique. C'est trouver un moyen d'avoir un outil qui leur permette de diffuser l'information qui permette de traiter une compatibilité des données. Donc, c'est aussi avoir des indicateurs fiables. C'est la notion ce qu'on a appelé tout à l'heure le jumeau numérique, c'est de pouvoir faire des comparaisons entre ce qu'on prévoit et le réel, et la volonté de s'inscrire dans un cercle vertueux d'optimisation de données statistiques. Donc, si on reprend le cycle de vie d'une carte électronique dans le flow Thales, donc on part de l'architecture, on a la partie réalisation du schéma, l'implantation de la carte, le proto, l'indus, la production et la réparation. Ce que Thales a voulu mettre en évidence, c'est en dessous, c'est de montrer le flow testway, comment lui, il allait s'intercaler dans ce cycle de vie,
et on retrouve les éléments qu'a présenté Christophe tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on lance des analyses à travers Testway pour pouvoir s'assurer que le design est en cohérence par rapport aux éléments qu'on recherche et valider, je dirais, l'étape suivante. Donc, on a l'analyse de design pour la partie schématique, l'analyse de design une fois que le layout est créé. On a la partie génération de programmes de test sur la partie proto. Et on voit qu'à ce niveau-là, tous ces éléments commencent déjà à apporter des informations sur la partie architecture, donc design, pour pouvoir intégrer déjà des évolutions dans la phase de conception. Reste ensuite la partie industrialisation et production, où le Flow Testway permet aussi de travailler sur la génération des programmes Lean, donc optimisé en travaillant sur les notions de redondance, donc pour réduire les durées de test, donc des coûts, et puis les outils d'aide à la recherche de panne au niveau du SAB. Alors, Thales, lui, ce qu'il souhaitait aussi, c'est aller plus loin que la simple fabrication d'une carte électronique, c'est de pouvoir travailler au-delà sur les notions d'unité d'intégration. Donc, on peut imaginer Thales, une notion de calculateur sur lequel on va avoir un châssis, une carte fond de panier, 8-9 cartes qui sont intégrées dans le châssis. Donc, l'idée, c'est de pouvoir anticiper les choses, interconnecter les cartes, travailler avec des outils qui vont permettre de modéliser, de simuler des stratégies de test pour essayer d'obtenir des données qualitatives les plus fiables possibles au niveau intégration. Alors, si on regarde un petit peu le synoptique, donc on va retrouver les éléments que Christophe a présentés. Donc, on a l'étude amont, sur lequel on a les analystes Testway Express qui vont pouvoir travailler sur des études DFT à travers des simulations, des stratégies de machines. On a la notion importante de notion de DPMO sur l'univers des défauts, donc qui est important à tenir en compte. Ensuite, on passe sur la partie production, avec la génération de patterns de test, de dossiers, d'éléments qui vont permettre de piloter la production et les machines. Et on voit au-dessus de la partie machine tout un ensemble de données qui vont pouvoir être extraites des machines et envoyées dans une base de données. Ces éléments vont permettre de travailler sur toute la partie statistique réelle défaut PPM, sur les cartes, sur les boîtiers, sur les composants. Donc, on commence à bâtir une structure qualitative. À la suite des machines, on a toute la notion de qualification. Donc, cette qualification, elle va être liée à des notions de production, des taux de couverture sur les différentes machines. Si on continue sur l'aspect production des pourcentages de couverture réelle de la machine, on voit qu'au niveau des boucles d'amélioration, on a une première boucle d'amélioration qui va permettre de travailler sur ce qu'on appelle le jumeau numérique, c'est aller s'assurer que les taux de couverture par machine qu'on avait définis en phase amont en termes de stratégie sont bien identiques à ce qu'on découvre aujourd'hui en production sur des lignes de production. Première boucle d'amélioration. Deuxième boucle d'amélioration, c'est à travers les données liées à la base de données, c'est de pouvoir travailler sur les first pass et aller vérifier aussi que ce qu'on avait prévu en termes de first pass, on l'a bien obtenu en termes de réalité. Et dernier élément primordial sur les notions de DPMO, c'est que la base de données va permettre d'alimenter la base DPMO avec l'univers des défauts, en précisant bien que les données réelles alimentent le modèle prévisionnel. Donc, c'est une boucle dynamique qui permet d'affiner l'univers du défaut et de pouvoir déployer la stratégie de test, les programmes de test, en s'assurant qu'il n'y a pas de dérive entre le prévisionnel et le réel. L'étape qu'a initialisée aussi Thales dans cette démarche, ça concernait la génération des programmes de test. Donc, programmes de test optimisés. Donc, le contexte a été l'obsolescence d'un ancien outil, Test Expert, et le fait qu'ils souhaitaient harmoniser les outils qu'ils utilisaient pour avoir un même outil pour toute leur chaîne. Donc, le périmètre, c'était tout ce qui était génération de pack test, et il l'avait focalisé en première vague sur la partie machine de pause AOI Flying Probe.
Donc, ils n'ont pas fait ça, je dirais, sans sécurité. Donc, ils ont mis en place derrière un système qui permettait de vérifier qu'il n'y avait pas de non-régression et de s'assurer qu'ils allaient effectivement gagner en automatisation, donc faire des gains. Donc, ils ont traité ça sous forme de campagne de validation sur lequel, pour chaque produit, à chaque fois qu'ils déployaient l'utilisation de Testway dans la génération de programme par rapport à leur existant, ils mettaient en place une fiche de qualification qui leur permettait de checker les différentes actions et s'assurer que tous les éléments étaient bien pris en compte et qu'ils obtenaient bien les résultats associés. En termes de bilan et de retour d'expérience, donc si on regarde un peu les différents aspects, on se rend compte que ils ont pu valider l'ensemble des phases qu'ils souhaitaient mettre en place. Et le retour au niveau des personnes qui étaient plutôt utilisateurs de l'outil, c'est que le retour d'expérience montrait un bilan très positif et que les personnes qui avaient basculé sur l'aspect Testway dans cette partie-là ne souhaitaient pas revenir en arrière. Et l'étape suivante, c'était de pouvoir imposer l'utilisation de ces outils pour leurs partenaires dans la fabrication des produits. Alors, sur la partie testabilité des produits, donc il y a deux notions. Il y a la notion de carte et de module. Donc, l'état actuel, donc c'était une présentation qui a été faite en 2018. Donc, on avait les notions d'efficience de test, de slip, d'escape rate, de first pass sur la partie carte. L'étape suivante, c'était de pouvoir intégrer les notions de test fonctionnel. Donc, cet aspect-là a été développé et ils ont pu l'utiliser pour pouvoir déclarer à travers l'outil Testway les pas de test fonctionnels et les ramener en notion de PPVS sur la carte. Et l'étape suivante, ça avait été de pouvoir intégrer différentes cartes dans un système interconnecté et de pouvoir avoir des rapports de couverture globaux. Donc, en conclusion, ce qu'il nous avait indiqué, c'est que Testway Express était devenu ce qu'il appelait une colonne vertébrale de la société qui va du design à la production. Donc, ça avait permis de trouver un outil qui, dès la phase design, permettait de mettre un lien entre les gens du design et les gens de la production avec un même outil central. Ça leur permet de piloter toute leur stratégie industrielle jusqu'à l'intégration. Donc, pas que la carte, mais aussi sur les niveaux d'intégration complémentaires. Et puis, donc, ce qu'ils avaient mis en avant aussi, c'est le partenariat fort qu'ils ont avec Aster, qui permettait de monter Testway Express dans la chaîne de valeur. Donc, c'est des développements qu'on continue, c'est des relations qu'on continue à avoir beaucoup avec Thales, et on continue à développer l'outil pour pouvoir améliorer les choses et leur permettre de monter dans la chaîne de valeur. Voilà pour ma présentation. Ok, merci Philippe, merci Christophe. J'ai quelques questions qui ont été posées, je vais vous les soumettre. Je vais rebondir sur des choses que vous avez déjà abordées, notamment au final, comment interpréter les chiffres. Christophe, vous avez pris l'exemple assez simple et sur des cartes plus complexes qu'on rencontre au quotidien, comment interpréter les chiffres? C'est un peu la question de Ludovic concernant les DPMO. C'est vrai que si vous n'avez pas de référentiel DPMO, les chiffres de base vous permettent simplement de différencier une résistance d'un IC. Ce qui est déjà un élément important parce que en relatif, vous savez que votre stratégie elle garde une certaine cohérence. Si vous voulez aller chasser les économies, il faut effectivement prendre des initiatives en matière de DPMO. Il y a celle exposée par Philippe, mise en œuvre par Thales, qui consiste effectivement à utiliser un système de supervision du système qualité pour faire des extractions et alimenter un outil. Ça, c'est dans les versions Testway actuelles, c'est ce qu'on appelle le quad DPMO.
Vous avez aussi des prestataires externes. Je n'ai pas répondu à cet aspect-là tout à l'heure. Une société qui fait des propositions de DPMO. Vous leur envoyez une nomenclature et ils vont vous indiquer les DPMO moyens constatés dans l'industrie. Bon, malheureusement, contre-monnaie sonnante et trébuchante. Et une fois que vous avez ces deux ingrédients, à savoir d'un côté la couverture de test et de l'autre côté les DPMO, vous allez pouvoir savoir objectivement ce que vous faites. Alors, ça va poser un premier choc culturel, c'est que les gens vont découvrir qu'ils n'ont pas 100% d'efficacité de test. Donc là, généralement, il y a un effet déstabilisateur. Là, deux options, soit vous jouez les autruches et vous expliquez que si, il y a 100, parce que c'est la française des jeux, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc, si on enlève tout ce qui n'est pas mesurable, le reste est bien testé. Alors ça, c'est une stratégie qui n'est pas très efficace parce que un condensateur de découplage, il est certes en parallèle avec 20 autres de ses confrères, mais bon, il peut tout à fait se retrouver en court-circuit comme n'importe quelle autre capacité, quoi. Soit on part du principe que les condensateurs n'ont jamais aucun défaut, soit objectivement on considère ça peut arriver et donc il faut avoir une stratégie en face. Donc là, il y a un gros effort de pédagogie pour que d'une part les managers mais aussi les gens qui implémentent les tests puissent avoir des métriques qui soient objectifs. Qu'est-ce qu'on peut vraiment obtenir, hein? Moi, je me rappelle avoir une discussion avec le président monde d'un grand groupe de fabrication de cartes électroniques pour l'automobile, à qui j'ai dit, bah voilà, vos métriques qualitatives sont pas bons. Ils recherchent des 100%, ça n'existe pas. Et la première étape, c'est d'admettre que on n'est pas 100%. Donc, si on n'est plus qu'à 95, ou qu'on n'est plus qu'à 92 et peut-être moins dans l'avenir, hein. On voit aujourd'hui aux États-Unis des cartes électroniques où le taux d'accessibilité tombe à 20% avec des taux de couverture qui péniblement arrivent à 50%. Donc même avec de l'inspection optique, même avec, eh ben, on compense pas ce qui manque, ce qui veut dire que s'il n'y a pas de pression sur les designers pour que tout le monde travaille ensemble, pour que la qualité globale soit maintenue, eh ben, on aura des catastrophes à l'avenir. On aura des produits qu'on ne pourra pas lancer parce que le taux de défaut est trop important. Et c'est un élément clé de la coopération entre les designers. Et tu faisais état de ton poste là autour de l'industrie 4.0. Moi, je pense que l'industrie 4.0, c'est pas simplement dans l'usine de fabrication, c'est tout le cycle de conception jusqu'à la fabrication. Et le product manager, à mon avis, c'est la clé, hein. Il y a un très bon article qui date d'une vingtaine d'années qui demandait quelles sont les 10 principales raisons de l'échec du DFT. Et la raison évoquée en premier, que je trouve tout à fait actuelle, c'est que le responsable produit n'est généralement pas impliqué au-delà de la phase de fabrication. Et dans les entreprises où ça fonctionne bien, il est responsable jusqu'à 1 an après la première mise en fabrication. Je peux vous dire que quand on a un responsable produit qui se pose la question de savoir comment ça va être fabriqué et de se dire qu'il va être responsable des produits qui sont mauvais chez son client final, il regarde la question du DFT avec un nouvel œil, hein, parce que c'est sa responsabilité. Je me rappelle d'un grand fabricant de téléviseurs qui m'expliquait que sur le papier, quand les téléviseurs quittaient son usine, il avait gagné tant d'argent. Mais par contre, dans les 6 mois qui suivaient, il en avait X qui revenaient à cause du NFF. Et ben, ça venait manger sa marge, hein. Donc au début, il était très content, puis après, il était plus content du tout. Donc voilà les enjeux, c'est des enjeux économiques, c'est des enjeux qualitatifs. En France, on est très innovant en matière de conception de produits. On a tendance à ignorer un peu trop l'industrialisation. Un bon produit, c'est un produit d'abord qui est pas cher, qui est bon, hein, qui permet de fabriquer à pas cher avec un bon niveau de fiabilité parce que justement, on a optimisé l'industrialisation. Donc, c'est vraiment une phase clé de la réussite d'un produit. Il nous reste encore quelques minutes. Je vais soumettre une ou deux questions encore. Il y a une question qui est qui est liée à la création d'une base de données, donc que tu as abordé de façon peut-être plus large. Ce serait quelque chose qui serait peut-être à traiter au niveau de la filière. Mais déjà, est-ce qu'il y a un intérêt à comparer des cartes proches au sein d'un même EMS? Oui, tout à fait. Donc en fait, il y a une norme IPC sur l'appellation des packages. Donc là, c'est un exemple encore typique du lien entre la conception et la fabrication. Vous aviez des noms de packages qui étaient choisis par les designers, j'allais dire au pif. Peut-être pas au pif, en tout cas, qui étaient suffisamment courts pour être malheureusement ambigus, hein. C'était ce qu'on appelle des noms de chep.
Vous avez que les normes IPC aujourd'hui, elles standardisent l'appellation des chèpes, elles standardisent la rotation à 0 degré des composants. C'est plus les mêmes que celles qu'on avait avant. Avant, le vecteur entre la pin 1 et la pin 2 était horizontal et voulait dire 0 degré. Aujourd'hui, le 0 degré, c'est le point en haut à gauche, vers le bas. Donc, toutes les bibliothèques CAO devraient être revues dans les années à venir. L'appellation devrait être conforme à ces appellations-là. Et on se rend compte que si on prend un package et qu'on essaie d'avoir une description dite descriptive, à savoir donc un encodage à travers le nom et des lettres de ce qu'est le composant, on s'intéresse à qu'est-ce que c'est comme type de package, qu'est-ce que c'est comme genre de patte, hein. C'est vrai qu'une patte qui est une bille, qui est une gullwing, qui est une patte en J, qui repasse par le dessous, eh bien tout ça, ça va pas se souder de la même façon. Le nombre de pattes qu'a le composant, la taille que fait le composant en X, en Y, en hauteur, hein, les matériaux que compose le composant. Tous ces attributs, il y en a une trentaine. On voit bien que les défauts de fabrication vont pas être les mêmes, hein. Forcément, un composant qui a un pitch de 1,27, il n'aura pas le même taux de défaut qu'un pitch de 0,6, et si c'est encore plus petit. Et on voit que le taux de défaut, par exemple, quand on passe d'une résistance qui est assez grosse à une plus petite, à une 0,402, à une 0,2001, et encore plus petit, eh ben, les taux de défaut, ils augmentent de façon exponentielle, hein. Donc oui, il faut faire une analyse à minimum basée sur les chèpes avec des critères objectifs. Ça, c'est l'initiative qu'Esther a lancée. Donc, qui est tout au début, hein, c'est largement pas finalisé, mais qui nous permet d'avoir aussi une première nouvelle base de données. Ça répond à la question de Ludovic sur des DPMO plus actuels avec un croisement avec le First Pass Yield tel que présenté dans la présentation de Samuel Gito de Thales là, que Philippe nous a exposé. Donc, il y a à faire chez un EMS lui-même, inter-EMS, en fonction des volumes de production, à travers les process de fabrication. Le sans plomb, le avec plomb, c'est pas pareil, hein. Donc, on peut avoir... moi, je considère de très nombreux travaux autour des DPMO. Une des raisons, c'est que le choix des composants qui se font au niveau de la nomenclature permet de faire une simulation des DPMO à partir d'une nomenclature en intégrant donc du pré-reflow, du post-reflow et de l'AXI en ligne et permet de se dire voilà, si j'ai une ligne automatisée de production, voilà la quantité de défauts résiduels qui va rester post-test structurel et avoir une analyse objective de quels sont les moyens de test complémentaires à déployer. Est-ce qu'on met un flying probe? Est-ce qu'on met un testeur ICT? Est-ce qu'on met du test boundary scan, du end-of-line, fonctionnel, intégré, pas intégré, des BIST? Là aussi, il y a des enjeux économiques forts. Okay. Bon, on se rapproche de la fin de ce webinaire. Il y avait une petite dernière question concernant l'apport des tests fonctionnels. Est-ce que c'est significatif? Est-ce que c'est très en lien avec la définition des cartes? C'est une très bonne question parce que là aussi, ça fait partie des grands mystères du test. Le test fonctionnel est porté au nu comme étant l'avenir du test. C'est pourtant la première méthode sur laquelle on n'a aucun métrique d'efficacité de test. C'est-à-dire que nativement, quelqu'un qui développe un test fonctionnel, il a le sentiment qu'il teste très bien. Donc, on voit beaucoup de gens annoncer des tests à 100%, développer vos tests fonctionnels avec une efficacité de 100%. Donc, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Le test fonctionnel est une nécessité parce que c'est celui qui va vérifier que la fonction est remplie. Je prends toujours l'exemple du détecteur de fumée. Vous avez en charge de concevoir et fabriquer un détecteur de fumée. Bon, à savoir qu'il n'y a pas de court-circuit avec les composants à la bonne valeur, c'est intéressant, mais ce que veut le client final, c'est que le jour où il y a de la fumée, ça le détecte. Donc, on a bien un besoin fonctionnel. Est-ce que la fonction va être remplie? Et il y aura toujours du test fonctionnel. On a une tendance naturelle, historiquement, à vouloir décaler le test vers la gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus le défaut est détecté en amont, et moins il coûte cher, hein. On annonce la règle des 10. À chaque étape, si on a tardé à le détecter, ça coûte 10 fois plus cher. On voit actuellement qu'avec la perte d'accès physique, c'est le test fonctionnel qui est censé compenser. Ça va amener deux phénomènes inéluctables. Le premier, c'est que le coût de test fonctionnel va exploser. C'est un test qui est développé principalement manuellement. Donc, c'est un test qui est coûteux. Il y a très peu d'automatisation. Et la deuxième chose, c'est que les diagnostics sur les routes causes en cas de carte mauvaise, l'établissement d'un diagnostic, soit pour réparer
soit pour améliorer le process de fabrication, eh bien, malheureusement, c'est le point test c'est le point faible du test fonctionnel. On a peu de diagnostic ou pas de diagnostic. Donc, on a un bloc relativement important qui est mauvais, voire une carte complète qui est mauvaise et on ne sait pas la réparer. Moi, je me rappelle d'un déplacement en Chine il y a 5 ans où j'avais été appelé et bon, le client payait bien, donc je n'avais pas à me plaindre, hein. Je vais sur le site de production, je regarde et je leur dis, bon, bah, concrètement, quel est le problème? Et le problème était simple, il y avait des cartes très complexes. Au début, il y en avait une qu'on n'arrivait pas à dépanner. Alors, ils avaient trouvé une technique, il a planqué dans l'atelier. Et puis, le gars, le lendemain, il l'a trouvé, donc il la remettait dans le testeur, et puis on voyait des cartes comme ça qui avaient testé 6 fois, 10 fois, 20 fois. Et comme personne n'arrivait à la dépanner, ben, on la replanquait dans un… Alors au début, il n'y en avait qu'une, c'est pas très grave. Après, il y en a 10, il y en a 20, et à un moment donné, il y a le patron de l'usine qui me dit, là, il y en a pour 500 000 $. Donc, grosso modo, vous trouvez comment les réparer. Nous, c'est 500 000 $ qui rentrent dans la caisse, hein. Donc, l'enjeu du dépannage va être un élément clé. Le test fonctionnel va monter en puissance et la seule façon de parer à une augmentation drastique des coûts, qui est inévitable, c'est de bien maîtriser les phases de design, design for test, on anticipe le plus possible, de faire le maximum du SPI, Solder Pass Inspection, éviter la production des défauts, EOI pré-reflow, post-reflow. Bon, l'AOI 2D, c'est fini, hein, messieurs qui l'utilisent encore, il faudrait passer à la 3D. La 3D, c'est très efficace. On a un taux d'inspection qui donne des résultats très intéressants. L'AXI, lorsque c'est nécessaire. Le Boundary Scale, c'est une petite technique très peu coûteuse aujourd'hui qui donne des résultats très satisfaisants. L'ICT, encore majoritairement utilisé dans beaucoup d'usines, même si on se rend compte que ça pose des difficultés, mais il va falloir les anticiper. Le Flying Prop pour les prototypes, peut-être même pour les petites séries. Et toujours en fin de chaîne, le test fonctionnel, il restera, c'est évident, il ne pourra pas être détrôné, hein. Mais attention à bien prendre en amont toutes les autres phases si vous voulez optimiser. Ça fait partie de la réflexion autour du design for test, hein, clairement. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Philippe, pour ces interventions très riches. Merci, Laurent, pour cette animation. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces webinaires. Si vous voulez creuser le sujet, je vous invite. Nous proposons pour vous, nous proposons une formation sur les design for test pour les cartes électroniques qui est proposée les 16 et les 17 juin avec Philippe comme formateur qui vous permettra de vraiment creuser le sujet et avec DTP sur leurs outils, donc vraiment bien apprendre le sujet. Et enfin, je vous invite également à nous joindre sur notre prochain webinaire. Nous continuons à vous faire évoluer dans des compétences pointues et nouvelles. Donc, notre prochain webinaire, la semaine prochaine, jeudi prochain, et va porter sur la mise à jour sécurisée du firmware. Donc, comment faire évoluer vos produits qui sont déployés sur les terrains d'une manière sécurisée. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez voir dans nos cycles de webinaires, n'hésitez pas à nous contacter, moi-même, Anna Loiseau, ou mon collègue Laurent Aguigné. Je te laisse dire les mots de la fin, Laurent. Écoutez, j'espère que ce webinaire vous aura permis d'avancer sur votre connaissance, ou tout au moins les principales notions sur le DFT. Comme indiqué, on est à votre disposition. Je remercie vivement Christophe et Philippe pour ces présentations pointues. Et puis, on espère vous retrouver très bientôt autour de cette thématique pour avancer ensemble sur la filière. Voilà, très bonne journée à tous et à bientôt.